Anne Sauvager, vous êtes professeure de psychiatrie à l'Université de Nantes. Vous êtes responsable de l'unité de neuromodulation au CHU de Nantes également. Avant tout, je voudrais vous remercier, Anne, d'avoir accepté d'être avec nous et de participer à ce premier podcast qui est le premier d'une série d'interviews avec des psychiatres pour les JNPN, les journées de neurosciences et de psychiatrie de neurologie. Bonjour Nidal et bonjour à tous. Je remercie le comité scientifique des JNPN et son président, le professeur Lorca, de me laisser la parole. Vous vous intéressez à beaucoup de choses en psychiatrie, mais surtout aux techniques de neurostimulation. On va parler de ces techniques, si vous voulez bien. Et ma première question est comment vous pouvez vous définir ou nous définir, ces techniques en psychiatrie? Alors, les techniques de neuromodulation ou aussi neurostimulation sont un ensemble de techniques qui sont employées soit pour augmenter, soit pour diminuer ou moduler l'excitabilité d'un neurone ou d'un groupe de neurones par le biais d'un stimulus, le plus souvent électrique, mais ça peut être aussi magnétique, voire par infrarouge éventuellement. Donc ça se pratique sur une zone cérébrale ou sur la moelle épinière ou bien sur une racine nerveuse périphérique. Quel type de techniques vous utilisez au quotidien et quelles sont celles qui sont actuellement disponibles sur l'Hexagone en France aujourd'hui? En psychiatrie, elles sont classées sous 3 catégories. D'abord, les techniques de neuromodulation invasives, parce qu'il y a un franchissement cutané, et donc ça nécessite une intervention chirurgicale. Il y a la stimulation du nerf vague, la stimulation cérébrale profonde, qui sont principalement utilisées soit dans les dépressions résistantes, soit dans les TOC pour la deuxième. Ensuite, il y a les techniques non invasives mais convulsives. C'est essentiellement l'électroconvulsivothérapie disponible en France. Et il y a aussi la magnétoconvulsivothérapie, donc c'est la même chose que le CT, mais avec un signal magnétique très important. Cette technique n'est pas disponible en France. Et enfin, il y a les techniques non invasives et non convulsives qui se réalisent en ambulatoire, sans anesthésie générale, et ce sont la stimulation magnétique transcrânienne, RTMS, ou à courant direct continu transcrânien, la TDCS. Donc les applications en psychiatrie, c'est surtout soit des applications physiologiques pour mieux comprendre les processus cognitifs, émotionnels, les mécanismes d'action de ces techniques. Ça peut être appliqué dans des laboratoires de psychologie aussi. Et il y a également des applications thérapeutiques, d'une part pour traiter certains troubles, certains épisodes, comme par exemple troubles thymiques, pour traiter les hallucinations dans les schizophrénies résistantes, pour traiter les TOC, mais aussi pour prévenir les rechutes de ces maladies. Aujourd'hui, toutes ces applications thérapeutiques n'ont pas un niveau de preuve avancé selon les différents troubles décrits. Il y en a qui sont aussi au stade de la recherche, comme par exemple l'étude de leur efficacité dans le craving dans les addictions, ou bien dans les troubles anxieux, comme l'état de stress post-traumatique, ou les troubles de déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Techniques invasives, non invasives, convulsives, non convulsives, des applications physiologiques, des applications thérapeutiques, une fois pour traiter, d'autres pour prévenir. J'ai compris. Alors, vous nous présentez ça comme étant des dispositifs médicaux. Et quelle est, d'après vous, exactement la définition d'un dispositif médical ? Alors, le dispositif médical est défini non pas par moi, mais par le Code de la santé publique. Et en fait, c'est tout instrument, tout appareil, équipement, matière ou produit qui est destiné par le fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins médicales. Donc, je ne cite pas toute la définition qui est bien plus complète que ça, mais c'est important de savoir qu'un dispositif médical peut avoir 4 fins médicales différentes. D'abord, tout ce qui est diagnostic, prévention, contrôle, traitement ou atténuation d'une maladie. La même chose pour la compensation d'une blessure ou d'un handicap. Pour étudier aussi ou remplacer ou modifier l'anatomie ou un processus physiologique. Et enfin, la maîtrise de la conception, c'est-à-dire de la fertilité. Donc c'est une définition qui recouvre un grand nombre de produits très hétérogènes. Ça va de la seringue jusqu'au pacemaker, en passant par le fauteuil roulant, les pansements ou les lunettes. Et donc les techniques de neurostimulation appartiennent à la catégorie des dispositifs médicaux. Et il faut savoir aussi, par exemple, que la luminothérapie fait partie du dispositif médical, ainsi que toute application ou traitement numérique, donc dans le champ de la e-santé, qui va utiliser, par exemple, des smartphones ou des applications destinées à prévenir ou guider le patient dans le soin ou les traitements.
quand on parle neurostimulation, on parle d'abord de l'ECT, donc des sismothérapies. Tout le monde en parle. Comme souvent, pour les sismos, on a des avis tranchés. Il y a des gens qui sont pré-sismo, pro-sismo, d'autres qui sont très aversifs aux sismothérapies, aux ECT. Alors, des avis tranchés, oui, l'ECT c'est très bien, non, l'ECT c'est pas très bien. Peut-on avoir votre avis basé sur des données et des critères scientifiques? L'ECT est d'abord très réglementé en France, selon les recommandations de l'ANAES en 1998, et les établissements qui la pratiquent ont été accrédités par la Haute Autorité de Santé lors d'une visite de certification. Donc l'état actuel des connaissances met en évidence plusieurs effets généraux de l'ECT, dont notamment une augmentation de la plasticité neuronale et de la neurogénèse, une amélioration de l'axe du stress et de la résistance aux stimuli oxydatifs, mais aussi une amélioration de la fonction de pédial vasculaire, une activation de la microglie des astrocytes, une diminution des phénomènes inflammatoires par la régulation à la hausse des cytokines neuro-inflammatoires. Donc ça, rien que pour ça, ça montre qu'il y a un rationnel à utiliser les ECT qui entraîne un remodelage synaptique en lien avec la libération des neurotransmetteurs, donc qui ont aussi un rôle neurotrophique, indispensable à la plasticité cérébrale, qui est modifiée ou dysfonctionnelle dans de nombreuses pathologies psychiatriques. Il y a aussi des arguments morphologiques lorsque l'on fait des imageries fonctionnelles spécifiques. Donc de nombreux travaux de recherche à partir de ces éléments ont développé, aussi basés sur des études à grande échelle, des éléments de preuve et permis l'édition de guidelines, soit nationales, soit internationales, qui fixent les indications précises de l'ECT, qui sont principalement connues dans des indications pour les dépressions résistantes, mais pas exclusives. L'ECT, vous êtes très enthousiaste, vous êtes pour, j'ai l'impression. En tout cas, il y a beaucoup de patients, beaucoup de praticiens ne pratiquent pas ces ECT de crainte d'apparition de troubles de la mémoire. Troubles de la mémoire souvent rencontrés dans la pratique. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur ces phénomènes ? Alors, effectivement, c'est souvent un effet secondaire qui est mis en avant par les patients, mais encore une fois, l'important n'est pas tant d'être pour ou contre une technique, mais de voir ses avantages et ses bénéfices au regard des effets secondaires, d'abord de la maladie, qui, rappelons-le, en psychiatrie, tue d'abord par suicide, mais aussi par surmortalité et comorbidité somatique importante. Rappelons que les patients qui souffrent de troubles psychiatriques ont une espérance de vie qui est grevée de 10 à 15 ans selon leur maladie. Concernant les troubles de la mémoire et la tolérance mnésique des ECT, donc elle est à mettre en balance avec ses avantages thérapeutiques. On sait que la dépression en elle-même entraîne des troubles cognitifs et les dernières études sur le sujet montrent que l'ECT améliore les fonctions cognitives corrélativement à l'amélioration de la dépression. La majorité des patients qui ont des bilans neuropsychologiques montrent qu'il y a une stabilité ou une amélioration en post-ECT comparativement aux performances avant l'ECT et sont significativement meilleurs dans les mois qui suivent l'ECT, avec en outre une diminution significative de l'incidence des maladies neurodégénératives de type maladie d'Alzheimer chez les sujets atteints de troubles de l'humeur. Donc le principal effet indésirable et qui gêne les patients concerne la mémoire antérograde, qui est fréquent pendant la cure initiale, mais qui est un phénomène rapidement résolutif, le plus souvent dans les 15 jours qui suivent la dernière séance. Donc il faut vraiment relativiser ces troubles qui certes peuvent exister et être gênants, mais au regard du bénéfice et de l'intérêt de la technique dans la maladie, en particulier dépressive. Donc amnésie antérograde, amnésie qui disparaît très rapidement et donc un effet qui est attendu mais un effet indésirable qui est limité par rapport aux bénéfices qu'on peut en tirer. Donc les ECT on connaît bien, mais alors on connaît moins bien la stimulation magnétique transcrânienne. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est, en quoi consiste la RTMS ? Donc la stimulation magnétique transcrânienne répétée, pour RTMS, consiste en l'application d'un stimulus magnétique par le biais d'une bobine sur le cuir chevelu. Et donc ce champ magnétique va traverser le scalp et venir stimuler, moduler l'excitabilité corticale et ainsi modifier le dysfonctionnement de certaines zones cérébrales qui sont présentes lors de maladies psychiatriques, en particulier la dépression par exemple.
Et justement, parlant de dépression, les troubles de l'humeur sont très fréquents. Pouvez-vous nous dire 2 mots sur RTMS et dépression? Alors la RTMS possède une efficacité certaine, avec un niveau de preuve de grade 1, dans le traitement initial curatif de la dépression unipolaire, donc le trouble dépressif récurrent, à condition d'utiliser des paramètres efficaces. Je pense qu'il est très important de dire que ces dispositifs médicaux possèdent des indications, comme les médicaments que l'on connaît mieux en général, et qu'ils doivent être appliqués aussi avec des paramètres efficaces, de la même façon qu'un traitement médicamenteux va être prescrit avec une certaine posologie, une certaine durée de traitement. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que si les patients ne bénéficient pas des schémas classiques qui ont fait la preuve de leur efficacité, eh bien, les dispositifs médicaux comme la RTMS ne seront pas efficaces. Mais pas parce qu'ils ne sont pas efficaces en eux-mêmes, mais parce que le patient n'aura pas eu, par exemple, suffisamment de séances. Ok. J'ai vu justement en parlant de séance, passer un papier qui parle de RTMS accéléré. C'est quoi cette RTMS accélérée? Alors, c'est un des exemples des protocoles qui sont, on va dire, à l'étude actuellement. Habituellement, les patients bénéficient d'une session par jour de RTMS. Aujourd'hui, la recommandation pour un épisode dépressif caractérisé d'intensité sévère, ayant résisté à un traitement médicamenteux au moins, nécessite 20 sessions de RTMS. Une par jour, donc ça fait un mois de traitement. Les protocoles dits accélérés sont en fait le principe d'accélérer le rythme des séances, soit en proposant plusieurs séances par jour, espacées de 15 à 60 minutes, soit en proposant des séances de durée plus longue sur un protocole court de quelques jours. Et c'est l'objet d'une étude actuellement qui est réalisée par l'équipe de Stanford. Et donc, on peut imaginer une RTMS haute couture, chaque patient avec un protocole personnalisé pour lui. Tout à fait, c'est un peu l'espoir caressé par les cliniciens-chercheurs de pouvoir personnaliser le traitement. Pour cela, il faut pouvoir disposer d'une IRM fonctionnelle, ce qui n'est pas forcément possible dans chaque centre, pour, en se basant sur une analyse fine et précise des zones dysfonctionnelles dans le cerveau du patient, pouvoir lui proposer le schéma et le protocole le plus adapté. Donc c'est pour l'instant dans le cadre de la recherche qui vise à développer la médecine personnalisée. Et est-ce que la RTMS, Anne, peut être couplée avec d'autres prises en charge pour une efficience thérapeutique, pour un résultat plus pertinent chez nos patients? Tout à fait. L'approche aujourd'hui qui est privilégiée est de connaître mieux la place de cette technique ainsi que les autres techniques de neurostimulation dans les stratégies thérapeutiques pour savoir à quel niveau de résistance, par exemple, ou de non-résistance il faut la placer et surtout associer à quel type autre de thérapeutique, que ce soit des traitements psychologiques, activité physique adaptée ou bien traitements médicamenteux, par exemple. On a parlé donc on a parlé RTMS, mais la TDCS, donc c'est une machine qui fait son apparition de plus en plus dans les hôpitaux. C'est quoi la TDCS? La TDCS est un dispositif médical toujours de neuromodulation cérébrale non invasive, c'est-à-dire comme la RTMS, il n'y a pas besoin d'anesthésie générale et cela peut se pratiquer en ambulatoire. Les effets secondaires sont tout à fait bénins et transitoires, de type céphalée principalement, fatigue, pour la RTMS des acouphènes. Et donc la TDCS utilise, à la différence de la RTMS, un petit courant électrique de faible intensité qu'on peut ressentir comme des petits picotements sur le cuir chevelu et qui est dispensé grâce à 2 électrodes appliquées sur le scalp. Donc ces 2 électrodes, par le courant électrique qu'elles vont générer, va modifier l'activité cérébrale en regard de la zone qui va être stimulée. Donc elle peut être utilisée à des fins neurophysiologiques ou des fins thérapeutiques. Et pour l'instant, les applications de la TDCS concernent en psychiatrie essentiellement les dépressions et les hallucinations résistantes dans la schizophrénie. Mais encore une fois, elle est étudiée dans toutes les autres pathologies et c'est en développement. D'accord, donc vous avez parlé RTMS et dépression, donc TDCS et dépression. Alors, TDCS et dépression, aujourd'hui, les dernières recommandations font état d'un niveau de preuve de grade A de la TDCS dans la dépression caractérisée, à condition d'utiliser, encore une fois, un protocole bien précis qui là sera une stimulation anodale sur le cortex préfrontal dorsolatéral gauche. D'accord.
On a bien compris ces techniques en psychiatrie. Mais est-ce qu'il y a d'autres disciplines telles que la neurologie ou d'autres disciplines médicales qui peuvent utiliser ces techniques de stimulation? Effectivement, les applications de toutes ces techniques dépassent largement le champ de la psychiatrie, comme par exemple le champ de l'algologie, donc pour traiter des douleurs chroniques, en ORL pour traiter les acouphènes, mais aussi tout le champ de la médecine de réadaptation pour par exemple faciliter la récupération motrice après certains AVC. Et toutes ces recherches, on va dire, dans d'autres disciplines, peuvent aussi amener des connaissances et de nouvelles techniques dans le champ de la psychiatrie. Alors, pour conclure, est-ce qu'il y a d'autres, nouvelles techniques de neurostimulation qui vont émerger? Et je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, Anne Sauvager, mais j'ai envie quand même de vous poser la question: comment vous voyez l'avenir? Alors, précisons tout d'abord que la boule de cristal n'est pas un dispositif médical et pas encore en tout cas une technique de neurostimulation. Mais même si je n'ai pas de boule de cristal, on peut imaginer que dans l'avenir, on aille vers une meilleure compréhension des mécanismes d'action à la fois de ces techniques et aussi de la physiopathologie des différentes maladies qui sont étudiées et donc de l'effet thérapeutique aussi de ces techniques. Ce qui est important pour permettre un accès aux patients à ces techniques, c'est une reconnaissance officielle de l'acte. Et là, on est en plein dans l'actualité, puisqu'actuellement, il y a un groupe de travail à l'HAS qui travaille sur la question d'une reconnaissance ou non de l'acte de RTMS, ce qui permettrait une diffusion des techniques et aussi un impact sur les organisations de soins. Toutefois, il est très important d'encadrer ces pratiques de façon réglementée pour éviter des risques de mésusage, des risques de mauvaise utilisation et qu'elles soient accompagnées par une réflexion éthique, que ce soit dans le champ des troubles de la maladie, de la pathologie, mais aussi dans leur utilisation chez les personnes sans pathologie, puisque certaines techniques comme la TDCS peuvent être utilisées par exemple pour augmenter certaines fonctions cognitives, ou en tout cas supposément les augmenter, et toutes ces pratiques doivent être rigoureusement encadrées par des protocoles de recherche. Donc si, je conclus, en disant qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec les techniques de stimulation, on ne peut pas faire joujou avec des machines. Les patients restent au centre de vos préoccupations. OK pour des techniques de stimulation, mais pas à n'importe quel prix et donc toujours rechercher le maximum de bénéfices pour vos patients, c'est ça? Et minimiser les risques pour vos patients en respectant un mot, que vous avez prononcé, qui est l'éthique dans le soin. C'est bien ça, professeur Sauvager? Exactement, l'éthique du soin, l'éthique dans le soin, le respect des indications, des contre-indications et toujours la recherche de la balance bénéfice-risque et de la place de ces techniques dans les recommandations et les stratégies thérapeutiques. Un grand merci, professeur Sauvager, pour ce podcast. Alors, je voudrais remercier les gens qui ont écouté jusqu'à la fin votre topo. Le prochain podcast sera avec Pierre-Alexis Geoffroy, qui est Monsieur Sommeil sur l'Hexagone, qui va nous parler du sommeil et du sommeil surtout en psychiatrie. Merci. Au revoir, professeur Sauvager. Merci et n'oubliez pas votre oreiller.